De nouveau bonjour et de nouveau bienvenue à cette nouvelle édition de CM on the Beach. On va attaquer cette deuxième partie de nos ateliers experts social media. Alors pour avoir une petite vue à main levée, qui était là sur la première heure? Une bonne majorité, c'est très bien, on va pouvoir prolonger les échanges. On va aller un petit peu plus en profondeur sur certains des sujets qu'on a abordés ensemble ce matin. Si on peut switcher sur le diaporama, s'il vous plaît, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc on l'a dit, hein, on a commencé à le toucher du doigt ce matin. Social media est un terrain de jeu excitant, un sacré terrain d'expression et de créativité, mais un terrain de jeu aussi exigeant. On a des retours immédiats après avoir cliqué sur le bouton envoyer, poster, etc., de la part de nos communautés, d'une part, et de la part des algorithmes, d'autre part. Donc, c'est vrai qu'on se laisse le luxe de la créativité et donc son corollaire, qui est le droit à l'erreur. Mais voilà, tout ça nécessite quand même stratégie et précaution. Donc, tout simplement, dans la continuité de la première session qu'on a eue ensemble tout à l'heure, on va pousser encore un petit peu plus loin certains de ces enjeux et de ces problématiques. Alors, la première chose, c'est que nous allons avoir un retour d'études de la part de Swello qui, à travers l'analyse de plus de 14 000 posts sur les différentes plateformes, va pouvoir décrypter un petit peu sur le vécu, le réel, ce qui fonctionne vraiment aujourd'hui, tant au niveau des formats et d'autres indicateurs qu'on va pouvoir fouiller ensemble. On va aussi se poser la question, je vous l'ai dit en première heure, un peu en ces termes, jusqu'où on peut se permettre d'aller. Alors, se permettre d'aller dans nos engagements éditoriaux, ce sera des sujets d'ailleurs qu'on va beaucoup aborder pendant cet événement, notamment sur nos engagements vers la transition vers un tourisme responsable, mais aussi en termes de performance social média, j'ai envie de dire un peu pur et dur, c'est-à-dire les indicateurs propres à ces stratégies social média, tant sur le reach que l'engagement, etc. Et donc, comment préserver ces valeurs éditoriales malgré tout en gagnant en performance, puisque c'est la condition sine qua non de la visibilité et de la notoriété de vos marques. Et donc, pour décrypter toutes ces questions, et ces questions de fond aussi sur l'évolution des stratégies social média, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Havard. Bonjour tout le monde, merci. Je suis ravie du coup d'être présente ici aujourd'hui et de pouvoir animer aussi cette conférence. Et merci à vous aussi d'être là. Merci Coralie pour ta présence. Donc tu es consultante social media chez My Destination. Tu vas être accompagnée alors par ordre de prise de parole par Jonathan Noble qui était avec nous en première heure. Bonjour, rebonjour du coup à toutes et à tous. Très content d'être là. Encore merci pour l'invitation et hâte de vous parler un petit peu de l'étude. Ouais. Donc, CEO de Swello, plateforme de gestion, entre autres, des réseaux sociaux. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir également Grégory Cassio. Bonjour à tous, ça marche le micro? Et donc oui, et nous on parlera un petit peu d'efficacité et justement jusqu'où on doit aller, jusqu'où on doit aller pour être performant. Donc on verra ça en toute dernière partie. Bonjour à Exactement. tous. Donc Grégory qui est directeur et fondateur de l'agence Les Compteurs. Et donc, sans plus de transition, Jonathan, je te laisse la parole pour ce retour d'études et Merci. je te remercie encore d'ailleurs pour le temps que vous avez pris, toi et tes équipes, pour analyser et nous faire cette étude en exclusivité pour CM on the Beach. Avec plaisir, effectivement, tu parles d'un point important. Je remercie aussi mes équipes puisque c'est une étude qui prend pas mal de temps. Alors juste pareil, à main levée, peut-être ce sera un bid, on va le voir, qui était là en 2022, qui avait vu un petit peu l'étude... Un petit peu, d'accord. Et voilà, on va revenir un petit peu sur ça, merci beaucoup. Qui utilise... Non, pas du tout. On va revenir un petit peu sur ça. Alors, en 2023, c'était 2023, mais sur l'étude 2022, parce qu'on prend l'année d'avant, l'année entière. En 2023, on avait déjà étudié la présence des offices de tourisme sur les réseaux sociaux. On en avait conclu des conclusions. Enfin, voilà, on avait appris pas mal de choses. Et là, on s'est dit, et si on refaisait cette étude, mais en comparant en plus par rapport à 2022,
2023, mais sur les chiffres de 2022, sur l'année 2024. Donc, ce que vous allez voir là, c'est vraiment, comme tu le disais, une analyse de 14 000 posts sur les réseaux sociaux. Donc, on a pris LinkedIn, Facebook, Instagram. Sur les autres, soit on n'avait pas assez de data, soit c'était trop tôt. Je pense à Threads, à Blue Sky. Voilà, on n'a pas encore les données qu'il faut. Et donc, ces 14 000 posts qui ont été publiés du 1er janvier au 31 décembre 2024 par 30 offices de tourisme. Et juste une petite info, alors je vous la lis, mais dans tous les cas, vous pourrez retrouver cette étude après Sam on the Beach, donc vous aurez vraiment tout, vous pourrez vous y pencher sans aucun problème. La formule qu'on utilise pour le taux d'engagement, c'est celle-ci, et c'est la même pour chaque réseau social. C'est réaction plus commentaire plus partage plus clic divisé par impression. Voilà, parce qu'on aime bien aussi expliquer d'où viennent les chiffres. Bah, ça vient d'ici. Donc, une dernière info. Là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt de la quantité, c'est-à-dire une étude quantitative. Mais après Sam on the Beach, la petite nouveauté cette année, c'est que c'est aussi une étude qualitative. On va analyser les textes, quelles sont les thématiques qui ressortent le plus sur ces 14 000 posts. Juste petite précision, du coup, l'étude complète vous sera envoyée post-événement par newsletter dès qu'on aura terminé tout ça avec Jonathan. J'osais pas le dire, mais il l'a dit, et ça me va très bien. Merci beaucoup. Du coup, la première data, la première donnée qui est intéressante, c'est le taux d'engagement médian. Alors, on a fait cette année, enfin on l'avait fait d'ailleurs la dernière fois aussi, mais on fait le choix à chaque fois de ne pas faire le taux d'engagement moyen, mais plutôt médian, parce que c'est beaucoup plus représentatif, parce qu'on a des petites communautés et des très grandes communautés. Et donc, quand on fait une moyenne, très vite, on peut se retrouver un peu sur un chiffre qui est pas très réaliste, qui est pas très terrain, quoi. Donc, on a fait le choix, voilà, du taux d'engagement médian. Je vous l'ai dit, on a fait un focus sur Facebook, LinkedIn, Instagram, et on remarque que sur Facebook, on va commencer, le taux d'engagement médian par post, il a diminué, puisqu'on était à 7% avant, là on est sur du 4%, donc pour rappel, c'est la formule qui est utilisée, c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Sur Instagram, je fais exprès de passer à droite, mais sur Instagram, c'est pareil, c'est-à-dire que le taux d'engagement a diminué, on est passé de 9 à 7%. En faveur de LinkedIn, on en parlait pendant la première heure. LinkedIn, vous allez le voir, où il y a des formats qui cartonnent vraiment, puisqu'on passe à du 16,81% face à 10% il y a 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure déjà ici? C'est que LinkedIn prend de plus en plus d'ampleur sur la partie touristique. Facebook, un petit taux d'engagement un peu plus faible, et Instagram reste quand même plus ou moins à niveau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller creuser un petit peu plus. Donc voilà comment ont été réalisées ces statistiques, ces graphiques. À chaque fois, c'est en 3 temps. On va parler des types de posts, des impressions et de l'engagement que ça a généré. Pareil, donc les types de posts, dans ce cas-là, ils sont affichés à droite. Pour Instagram, on a pu avoir des statistiques pour les photos, pour les Reels et les carousels. Donc photos, bon, ça on voit tous ce que c'est. Reels, on est sur la partie plutôt vidéo, et carousel, c'est ce qu'on peut slider. Je le dis maintenant parce que vous allez voir qu'après sur LinkedIn ou sur Facebook, il y a les vidéos et les Reels. Donc je vous dirai un petit peu plus d'infos à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au niveau du type de post, donc tout à gauche, on va avoir les Reels. Donc les Reels, c'est ce qui est les deux éléments les plus foncés, les Reels et les carousels, qui sont les formats les plus utilisés en 2024. Chaque format a pris plus 10% par rapport à l'ensemble des formats, au détriment, forcément, parce que s'il y en a qui gagnent un pourcentage, il y en a qui en perdent, au détriment des photos. Donc voilà ce qu'on apprend par rapport à ça sur Instagram. Les vidéos, les carousels, c'est ça qui est plus publié par rapport à l'analyse sur les données de 2022. Si on parle un petit peu de taux d'engagement, même si ça reste très élevé, le taux d'engagement des photos, en fait, il diminue, pareil, au profit des 2 autres formats. Donc, les photos, ça reste quand même très présent, puisqu'on le voit sur le type de post, ça représente quand même 45% des posts publiés par nos offices de tourisme analysés, et ça génère encore un beau taux d'engagement, mais c'est vrai que Carousel, Reels, ça monte en flèche sur Instagram. Au niveau des impressions, bon, c'est quelque chose qui est assez intéressant, mais c'est sur les Reels et les carousels. Et effectivement, notamment les Reels prennent de l'ampleur. On est sur du quasiment plus 20% d'impressions. Donc il y a pas mal de vues en fait. Les impressions dans le cas de vidéo, c'est bien sûr des vues. Il y a pas mal de vues, plus en tout cas qu'il y a 2 ans.
Sur Facebook, alors quelques petites explications par rapport à Facebook au niveau de la légende. Vous avez les Reels. Alors en 2022, sur les données de 2022, les Reels n'existaient pas sur Facebook. Et vous allez voir, notamment sur la partie droite en termes d'engagement, les Reels explosent vraiment tout. Donc vous avez les Reels qui ont fait leur apparition, les photos on connaît, les vidéos. Donc vous allez me dire quelle est la différence. Les Reels, c'est des vidéos courtes qui vont avoir un feed dédié sur Facebook, alors que les vidéos, c'est plutôt sur la version ordinateur ou sur votre mobile, vraiment le feed avec les vidéos plus longues, avec un autre format. Les Reels, c'est vraiment comme les Reels sur Insta. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est OK, les Reels? C'est OK. Vous voyez la diff? OK, parfait. Au niveau après des albums, alors la petite nuance sur Facebook, c'est que les carousels n'existent pas. Dommage. Mais les carousels n'existent pas, donc l'autre option, c'est les albums, c'est-à-dire une suite de médias, photos, vidéos, on pouvait mettre les deux, et vous allez voir que ça marche plutôt pas mal. Les liens, donc là on est sur un partage de liens avec une carte de liens qui s'affiche, et les statuts, alors on appelle ça, alors on l'a mis en anglais, pardon, les statuts, c'est les textes, en fait, juste les posts textes. Qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que les vidéos, donc si je ne dis pas de bêtises, on est bien sur les vidéos et non pas les Reels, ont généré 21% des impressions contre 7% en 2022. Donc de manière générale, les vidéos ont pris de l'ampleur, que ce soit Reels ou que ce soit vidéo. Tandis que, et c'est ce qui est à droite, ce qui est quand même assez intéressant, depuis l'apparition des Reels, c'est ce qui prend quasiment... la majorité de l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a 65% du taux d'engagement, de l'engagement qui est attribué aux Reels, alors qu'il n'existait pas en 2022. Bon, c'est clairement une volonté de Facebook, de Meta, de mettre en avant ces données-là, de mettre en avant les vidéos et notamment les Reels pour concurrencer du TikTok, donc à la fois sur Insta, à la fois sur Facebook. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le format vidéo sur Facebook, quel qu'il soit, ça marche super bien. Voilà, je regarde un petit peu, mais je pense que je vous ai tout dit par rapport à ici. Si quelque chose d'intéressant que j'avais vu effectivement, c'est que on voit qu'il y a d'autres taux qui diminuent vachement de 29% ou 20% à 6%. Donc effectivement, comme on le disait, quand il y a un format qui prend plus de place, les autres diminuent en termes de pourcentage. Enfin, on arrive sur du LinkedIn. Alors LinkedIn, on n'avait pas les datas en 2022, donc il n'y a pas de comparatif. On peut pas se dire qu'est-ce qui a bien marché, pas bien marché par rapport à 2022. Donc on n'a pas l'évolution. Qu'est-ce qu'on a ici? Photos, vidéos, albums, carrousel, liens, texte. Pour l'instant, normalement, on est tout bon, puisque je vous ai tout défini avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2024, sur l'année qui s'est écoulée, et ça, je vous apprends rien, les carousels ont généré la majorité des impressions. Le carrousel, c'est très très chouette, que ce soit sur Insta, que ce soit sur du LinkedIn, ça correspond bien à nous en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire qu'on a un temps d'attention très faible. Du coup, nous en tant que créateurs de contenu, on peut mettre une info par slide. Du coup, on est un peu à la fois sur du snack content, mais sur du long terme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à chaque fois, les utilisateurs ont juste à cliquer pour avoir une nouvelle info, ce qui fait que les carousels, ça cartonne. Et en plus, sur LinkedIn, LinkedIn compte une vue, en tout cas une impression, dès que vous allez cliquer sur la slide d'après. C'est pour ça que les carousels aussi, ils explosent en termes de statistiques. Donc on est sur les carousels qui ont généré la majorité des impressions, près de 30% des impressions, alors qu'ils ne représentent que 5% des posts publiés par ces 30 offices de tourisme. Donc ça prouve bien l'impact de ce contenu-là. C'est que 5% des posts publiés, mais ça fait 30% des impressions. Donc le petit conseil, continuer à créer des carousels, ça marche super bien sur du LinkedIn. Et on a après les photos qui engagent le plus. Les photos, ça reste une valeur sûre, quel que soit le réseau social. Bien entendu, en première, on parlait déjà des changements de format, 4, 5e, etc. Sur LinkedIn, en ce moment, ce qui marche quand vous mettez des photos, c'est l'humain. Ça marche très bien, la partie dès qu'on voit des humains, quel que soit le réseau, mais encore plus sur LinkedIn. Et c'est un format qui continue à très bien engager. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à dire. Après, je ne vais pas prendre l'heure, mais vous pourrez retrouver donc cette étude en newsletter. On va encore plus y apporter d'éléments avec cette étude aussi qualitative sur les types de contenu, vraiment le contenu en lui-même. Mais voilà ce que je peux vous dire sur cette nouvelle étude pour cette année. Merci beaucoup, Jonathan, de nouveau pour le temps que vous avez pris, toi et tes équipes, pour cette étude. Une petite question avant de passer la parole. Donc, effectivement, tu nous parles
on va dire, les formats vidéo sur Facebook qui prennent de plus en plus de place, avec en plus différents formats vidéo. Malgré tout, un taux d'engagement qui, parmi les plateformes là étudiées, reste le plus bas. Est-ce que c'est parce que la vidéo arrive tardivement sur Facebook, notamment les formats Reels? Et voilà, du coup, comme ce sont les contenus qui engagent le plus, le taux d'engagement empathie parce qu'on a moins de vidéos, ou globalement tu ressens une contrainte algorithmique sur cette plateforme peut-être plus importante qu'ailleurs, parce que c'est malgré tout une régie publicitaire et pas des moindres. Et donc c'est le format, enfin c'est le modèle économique aussi de la plateforme que de contraindre si tu veux débloquer la machine, il faut sortir la carte bleue. Donc qui est l'œuf, qui est la poule un peu dans cette histoire-là? Est-ce que c'est le format, est-ce que c'est l'algorithme? Très bonne question. Du coup, je vais prendre l'heure finalement. Non, par rapport à Facebook, j'ai un avis assez tranché. Pour moi, c'est plus un réseau social. Parce que tu l'as dit en fait, tu viens de le justifier. Pour être visible, il faut payer. Maintenant, il faut mettre, faut passer par de l'ADS, quel que soit le format. Alors après, il y a encore des belles communautés qui sont là. Les groupes, ça marche bien. On en parlait ce matin. Vous étiez quasiment tous là, tous et toutes là. Donc on en parlait avec les micro-communautés, les groupes, ça fonctionne. Mais c'est vrai que sur des pages, il faut, à mes yeux, payer un petit peu pour être un petit peu plus visible, contrairement à avant où ça jouait vraiment son rôle de réseau social, où quand je likais un de tes posts, ma communauté voyait tes posts. Donc je pense que ça c'est déjà une très grosse contrainte. Et puis après la vidéo, alors ça a ses avantages et ses inconvénients, mais il faut vraiment convaincre tout de suite quoi. Sinon ça slide et en plus, ça swipe et en plus maintenant avec l'arrivée depuis de TikTok typiquement, ça peut aller très vite quoi. Maintenant on s'est habitué à regarder même des fois les vidéos en x2, les plateformes commencent à mettre des raccourcis très simples. Quand on appuie à droite ou quelque part, ça fait x2. Donc ça habitue notre esprit à avoir encore plus de données très vite. Enfin voilà, ça amène plein de questions. Mais pour répondre à la tienne, je pense que c'est en grande partie par rapport au modèle de Facebook et après au côté exigeant aussi de ce format-là vidéo. Où on peut très vite, au bout de 3 secondes, 4 secondes, passer à autre chose. Et petite info aussi, chaque plateforme, par rapport aux données qu'on récupère, chaque plateforme a sa méthode pour dire ça compte comme une impression, et notamment pour les vidéos, ou sur Facebook, je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais c'est pour vous illustrer. Sur Facebook, une impression sur une vidéo, une vue, c'est à partir de 3 secondes. Sur LinkedIn, c'est 10 secondes. Voilà. Et en fonction de ça aussi, c'est sûr que des fois, dans les stats qu'on récupère, il y a la vidéo qui peut exploser sur un format, sur un réseau, et pas sur l'autre, parce que c'est pas les mêmes méthodes. Et ça, malheureusement, on peut pas faire autrement et ce sera les mêmes data que vous allez retrouver sur le réseau natif. Donc voilà, mais sur Facebook très précisément, pour moi ce n'est plus un réseau social. On va dire un média, une régie publicitaire. Ouais. Après, la bascule petit à petit, effectivement. C'est ça. Après, je peux juste nuancer aussi parce que je sais qu'il y a des entités qu'on a pu étudier qui fonctionnent aussi très bien sur les pages Facebook. Donc voilà, faut aussi nuancer le propos. Il n'y a pas que, il y a pas. Oui, tout n'est pas tout blanc, c'est ça, tout noir. Tout n'est pas à jeter. Ok, super. Merci, merci beaucoup, Jonathan. Coralie, My Destination a l'habitude de se présenter comme une agence social média engagée. Et donc, vous avez énormément de choses hyper intéressantes à nous dire sur ce sujet-là. Je l'abordais ce matin, mais voilà, au-delà des attentes des communautés aussi, des visiteurs, des touristes qui de plus en plus quand même ont cette conscience écologique. Voilà, en tant que professionnel du tourisme, on peut se dire que sur le plus long terme, il en va vraiment de la continuité de cette activité, de ce secteur d'activité. Vous connaissez le poids des émissions de gaz à effet de serre qui ont été actualisés il y a peu de temps par l'ADEME, mais on a quelques points en plus de pourcentage de gaz à effet de serre en comparaison du poids économique du tourisme dans le PIB national. Le premier enjeu, au moins, serait de rééquilibrer les choses et peut-être même d'aller plus loin. Et donc pour ça, on a besoin aussi de renouveler des approches, des discours, des engagements éditoriaux, en se posant malgré tout la question de jusqu'où aller. Et donc, Coralie, on attend des éclairages. Merci. Alors, au menu aujourd'hui, petite brochette tomate mozza, olive à la provençale, houmous, citron, sésame et tout un tas de bonnes choses à picorer. Vous devez vous dire que je suis complètement folle là et à côté de la plaque, mais en réalité, ce que je viens de faire, ça s'appelle un hook. On en a parlé en première heure, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'était juste un peu pour capter votre attention. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout autre type de menu, donc à savoir celui d'une stratégie social média responsable et bien pensée. Et donc, avant de se mettre à cuisiner,
il faut d'abord structurer ce menu. En communication, ce menu, c'est un petit peu notre parcours utilisateur, donc un chemin qu'on doit vraiment venir structurer de l'entrée jusqu'au dessert en passant par le plat principal. Et pour ça, on a ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Pourquoi un tunnel? Parce qu'à chaque étape, le nombre d'utilisateurs diminue. Il y en a beaucoup au départ qui découvrent un territoire, encore moins qui vont s'informer et chercher des informations très précises, encore beaucoup moins qui vont comparer ou par rapport à des témoignages ou autres. Et seuls les plus convaincus vont vraiment passer à l'action, pour le coup. Donc, on a 4 grandes étapes dans ce tunnel de conversion. On a d'abord la phase de considération où le visiteur, il découvre le territoire parmi plusieurs options pour le coup qui lui sont proposées et notamment via des contenus qui vont mettre en avant les atouts d'une destination. On a aussi la phase d'information. Donc là, pour le coup, le visiteur, il va chercher à avoir des informations et des détails très précis sur l'offre touristique pour mieux la comprendre. La phase de prédécision. Là, il va se mettre en mode comparatif, il va explorer un petit peu les témoignages. L'objectif, c'est qu'il ait des éléments en fait de réassurance avant de passer à l'action. Et donc, cette dernière phase, la conversion, où là, pour le coup, il passe vraiment à l'action en réservant une offre, un séjour, un hébergement, notamment via des contenus qui sont orientés vers l'action. Et donc, les réseaux sociaux, dans ce tunnel de conversion qu'on vient de voir, ils jouent un rôle très stratégique puisque ça peut être soit un point d'entrée, ça peut être un élément de réassurance, ça peut être un levier d'action. Et il y a plusieurs types de contenus dans chacune de ces étapes qu'on peut activer justement sur les réseaux sociaux. Donc, on a tout ce qui est contenu organique et viraux. On va avoir les contenus produits par des tiers qui peuvent jouer justement ces éléments de réassurance. On a les contenus qui sont produits avec des tiers, donc en mode collaboratif. Et si c'est un sujet d'ailleurs qui vous intéresse, je me permets de placer ça ici, mais il y a la conférence de Julie et Sébastien, L'Union fait la force, demain à 11h45, qui vont vous partager des projets collaboratifs super sympas. Les contenus qui répondent à du social search et enfin les contenus qui s'inscrivent dans une logique de social commerce. Donc voilà comment structurer un petit peu notre menu. Avant de se mettre à cuisiner aussi, on va peut-être faire maintenant la liste des ingrédients qui peuvent s'apparenter au message que l'on souhaite faire passer. Avant toute chose aussi, c'est important de se remettre dans le contexte qu'aujourd'hui, il y a un gros changement ces dernières années au niveau du comportement des utilisateurs. De plus en plus, notamment sur Google, on voit qu'il y a plus de recherches avec les mots meilleurs qu'avec les mots, par exemple, pas cher. Donc, ça révèle quand même une quête de sens, de qualité et de responsabilité. Et ça, en social media, cette attente-là, on peut y répondre aussi par notre façon d'écrire, notre façon de nourrir un petit peu l'imaginaire. Donc, c'est pour ça que voilà, maintenant, on va parler un petit peu plus éditorial pour avoir des messages qui sont à la fois engagés et engageants. Il y a quelques petites choses simples qu'on peut mettre en place. Donc, tout d'abord, l'intégration d'éco-gestes dans ces publications. L'idée, c'est de venir donc intégrer des éco-gestes sans tomber dans le piège du ton trop moralisateur ou culpabilisateur, ce qui ne serait pas une bonne solution ou bien vu par les communautés. Il y a certaines communautés qui vont être hyper réceptives à ce genre de messages dans nos publications. C'est le cas, par exemple, de la marque Esprit Parc National, dans cet exemple-là qui vous est affiché, où justement, ils bénéficient d'une communauté d'abonnés qui est plutôt réceptive à tout ce qui est voyage durable et voyage responsable. Et donc, dans cet exemple-là, justement, ils incitent les randonneurs à limiter leur consommation en eau dans les refuges en période d'extrême sécheresse. Donc, c'est plutôt assez précis. Et au contraire, il peut y avoir aussi des communautés qui pourraient être un petit peu plus surprises par ce changement de cap, parce que, par exemple, une destination, elle aborde que très peu la dimension responsable habituellement dans ses publications. Et c'est pour ça que je vous ai aussi mis l'exemple de Béarn Pyrénées Tourisme, qui là, pour le coup, sur une simple photo de coucher de soleil, va venir mentionner en fin de wording, et je m'approche un petit peu. Avant de partir, on veille à ne pas laisser nos déchets derrière nous afin de préserver la biodiversité. Donc, c'est en soi
une action qui est très simple, qui est pour le coup non moralisatrice, mais qui va semer quand même une petite graine dans la tête de la communauté. Et puis, en soi, c'est quand même un sujet qui parfois peut être clivant. L'idée, c'est pas d'être trop dans l'extrême ou autre, mais il faut tester et ne pas avoir peur, surtout des retours de sa communauté, qui, on pourrait être surpris, peuvent être aussi hyper positifs sur ces sujets-là. La modération, elle aussi, permet d'influencer vers un tourisme un peu plus responsable. Alors, avec empathie et parcimonie, évidemment, l'objectif, c'est pas de balayer tous les commentaires des utilisateurs et d'aller forcer un message engagé. Ça aussi, ça pourrait être mal perçu. Mais en tout cas, certaines fois, ça peut nous permettre de venir pointer des problématiques ou alors placer, intégrer des éco-gestes qui soient adaptés. Donc là, par exemple, on peut le voir dans ce premier exemple-là, une utilisatrice qui partage une photo d'elle en train de nourrir un animal sauvage. On est venu répondre à ça de manière très pédagogique en expliquant qu'il ne faut pas nourrir la faune sauvage et puis essayer de pas tomber dans le ton justement moralisateur. Et à droite, un autre exemple pour le coup où on vient valoriser la mobilité douce dans cet échange-là avec un utilisateur ou une utilisatrice. Par rapport à un événement, on vient mentionner le fait qu'il y a des navettes à disposition pour se rendre sur l'événement. Voilà. Et évidemment, on pourrait aussi parler de la précision de nos messages, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de durable, de responsable. On met un petit peu ces étiquettes partout, à tout bout de champ. Et les visiteurs, ils peuvent se dire qu'est-ce que j'y gagne moi à privilégier une offre qui soit responsable finalement. Donc l'idée, c'est aussi d'orienter nos messages vers les bénéfices clients. Par exemple, pour que ce soit plus concret, plutôt que de donner un éco-geste et de dire qu'il vaut mieux attendre d'être connecté en Wi-Fi pour poster sa photo parce que la 4G ou la 5G consomme beaucoup plus d'énergie, on va plutôt orienter son message vers le fait de se déconnecter, de profiter de l'instant présent. En soi, c'est un bénéfice, pour le coup, un bénéfice client qui est beaucoup plus direct, positif et impactant. Donc voilà un petit peu, maintenant qu'on a structuré le menu, listé les ingrédients, on va réfléchir au dressage, parce qu'un plat bien pensé, c'est pas uniquement ce qu'il y a dedans, c'est aussi une question de forme et de présentation. En tant que destination touristique, ça peut être très facile de se dire je vais pousser cette vidéo de mon territoire parce qu'elle est canon, qu'on l'a utilisée nulle part ailleurs. Sauf que si on réfléchit comme ça, clairement, on pense d'abord au format avant de penser à l'objectif. Et si on veut une stratégie social media qui soit efficace, il faut complètement inverser ce raisonnement. C'est un petit peu d'ailleurs l'approche du SMO, le fait de publier le bon contenu au bon moment auprès des bonnes personnes et dans des formats qui sont adaptés. Et là encore, on revient sur notre petit tunnel de conversion, puisque chaque étape de ce tunnel va impliquer derrière des besoins utilisateurs qui sont différents et du coup des formats adaptés aussi côté social media. Donc si on est dans cette phase de considération, notre objectif, ça va être de faire découvrir la destination, d'inspirer, de créer une émotion. Ici, pourquoi pas relayer une vidéo, pour le coup, une vidéo qui va donner vie au territoire, qui va créer une envie, qui va inspirer. Si on est en phase d'information, l'objectif, c'est de donner des informations utiles pour aider le visiteur à mieux comprendre l'offre touristique. Donc là, plusieurs formats s'y prêtent. On peut avoir notamment le format carrousel, qui est quand même assez privilégié sur Instagram, comme tu le disais justement, Jonathan. Et pour le coup, avoir un travail éditorial assez poussé et fournir un post à haute valeur ajoutée pour que le visiteur comprenne un peu mieux l'offre touristique. La phase de prédécision, donc là, l'objectif, c'est de donner des éléments de réassurance, de renforcer l'envie. Pourquoi pas miser, en effet, sur les témoignages, peu importe le format. Ça peut être un très bon moyen, justement, de rassurer. Et enfin, la conversion. Donc là, l'objectif, c'est de déclencher la réservation ou la demande d'information. Donc, que ce soit via de l'organique ou du paid, des carousels, des dark posts avec des CTA, ou même des stories sur Instagram en utilisant le sticker lien. L'objectif, c'est de jouer sur la simplicité et la clarté avec des call to action qui sont bien placés et bien pensés.
Donc, si on pense déjà comme ça, nos formats en fonction de ce tunnel de conversion, c'est quand même une bonne chose. C'est un petit peu la base de notre stratégie. Après, on peut aller encore plus loin. On peut aller plus loin dans la diffusion de nos contenus. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui nous permettent de diffuser nos contenus aux personnes qui sont connectées en Wi-Fi uniquement. Donc, c'est une action qui est plutôt simple, mais en soi, si elle est pensée à l'échelle, par exemple, d'une campagne, ça peut faire toute la différence. L'un des freins à ça, vous l'avez certainement pensé là, c'est de se dire automatiquement que les résultats seront amoindris parce que forcément, l'audience, elle est un peu plus restreinte. Mais nous, on l'a testé plusieurs fois chez My Destination pour des clients, notamment pour un client, les Vosges du Sud, sur la même campagne, sur 2 années différentes, donc une campagne printemps. L'année dernière, la campagne n'était pas diffusée uniquement aux personnes qui sont connectées en Wi-Fi, alors que cette année, si, c'est le cas. Les résultats sont finalement quasiment similaires, voire pour certains contenus sont même meilleurs. Et la différence, c'est que là, pour le coup, on est complètement aligné avec les valeurs de la destination, des valeurs éco-responsables. Ensuite, l'accessibilité de nos contenus. Quand on parle d'accessibilité, c'est le texte alternatif sur les photos, le sous-titrage sur les vidéos, les contrastes assez lisibles sur les visuels. Et d'ailleurs, je me suis aperçue que certaines de mes slides n'étaient pas très, très accessibles. Pour le coup, on fait au mieux. Ça peut aussi être une taille de police adéquate, l'utilisation d'émojis à bon escient. Tout ça, ça peut être perçu comme une contrainte technique un petit peu par les community managers, mais c'est pourtant le b.a.-ba, un petit peu la base de la base, parce que déjà, on rend nos contenus accessibles à tous, et en plus de ça, faut pas le négliger, les algorithmes, ils sont très sensibles, et c'est même plus une question de sensibilité, là, c'est une question de visibilité et de SMO, puisque quand on rend nos contenus accessibles à tous, on améliore aussi le référencement de ces contenus dans les moteurs de recherche des réseaux sociaux. Et enfin, la représentativité de nos contenus. Donc là, l'idée, c'est de montrer un tourisme qui ressemble à tout le monde, pas juste à une cible CSP+, blanche et sportive. Mais donc, ça peut être par l'utilisation de photos aux profils variés, que ce soit par rapport à l'âge, aux morphologies, à l'origine, à la situation, handicap par exemple, mais aussi par le fait de relayer des retours et des témoignages de visiteurs très différents, d'éviter les stéréotypes de comportement ou de genre dans nos wordings. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose qui renforce la portée sociale du coup de notre message et qui rend notre contenu plus identifiable pour tout le monde. Autre chose, maintenant qu'on a vu quoi dire et comment le dire, reste une question centrale quand même en 2025 à se poser. C'est donc où est-ce qu'on construit notre présence digitale, puisqu'aujourd'hui, entre les débats un petit peu éthiques sur certaines plateformes, les rachats aussi de plateformes, les atteintes à la vie privée, les algorithmes qui sont aussi complètement imprévisibles, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui, dans l'extrême, suppriment leur compte de certaines plateformes ou le désactivent, ou en tout cas qui réduisent volontairement leurs activités. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de plateformes alternatives qui voient le jour. Je voulais vous partager une citation que je trouve très intéressante. J'ai décidé de bâtir ma propre maison numérique, un espace que je possède et que je contrôle entièrement, au lieu de dépendre de la plateforme de quelqu'un d'autre. Et donc ça soulève quand même une idée forte qui est celle de cette volonté en fait de ne plus dépendre d'un terrain ou d'une plateforme qui ne nous appartient plus. Et donc, comme je le disais, il y a des plateformes alternatives qui voient le jour. On a, par exemple, ce modèle Substack qui permet de créer une newsletter conversationnelle, de fédérer une communauté dans la durée. On a aussi Circle ou Discord qui sont des espaces d'échange plus fermés, mais du coup qui permettent de construire aussi ce dont on a vu en première heure, toutes ces micro-communautés plus engagées. Et aussi les newsletter auto-hébergé avec une base CRM solide en lien avec son site web. Et donc, tout ça, je trouve que c'est quand même très intéressant. L'idée aussi, c'est de se dire
qu'aujourd'hui, par exemple, si on a 1 million d'abonnés sur Facebook, c'est aussi avoir 1 million d'inconnus finalement qui sont un petit peu à la merci de l'algorithme. Alors que si on a 1 million d'abonnés sur notre newsletter, c'est 1 million de relations pour qui on a des informations, que ce soit le nom, le prénom, les centres d'intérêt et même les comportements d'ouverture. Donc, en résumé, Facebook, c'est un petit peu l'exemple même, par exemple, d'une audience qui est dite louée, alors que quand on a sa propre newsletter, on a aussi sa propre communauté, on a des relations, et pour le coup, c'est beaucoup mieux pour la connaissance client, la fidélisation, et à terme, ça fidélise beaucoup plus. Donc voilà, et en social media, l'idée, c'est peut-être pas de se dire de trancher directement, mais en tout cas, ça peut se retranscrire par le fait de repenser un petit peu ces newsletters comme des récits éditoriaux qui soient riches, d'ouvrir des espaces qui sont peut-être même donc plus fermés et plus engagés, ou même construire sa propre newsletter et sa propre communauté. Et donc, une fois qu'on a vu tout ça, ce qu'on attend, ça va être le retour des convives, savoir si ça leur a plu ou pas. Et donc, pour ça, on va évidemment parler de performance. Moi, je vais vous parler de performance responsable. Et l'une des 3 clés de réussite de la performance responsable, c'est d'avoir une vision de la performance collective, parce que l'idée, c'est que personne ne gagne seul, que chaque action que l'on fait s'inscrit dans un écosystème d'acteurs, et qu'il faut penser du coup la performance comme un projet partagé. Et donc pour ça, dès le départ, définir des indicateurs en commun avec les socio-professionnels, les impliquer dans les retombées aussi, croiser nos données entre OT, ADT, CRT avec les socio-professionnels du territoire plus globalement, ce qui permet d'avoir des points divergents et donc une lecture plus fine et plus complète des résultats. Et surtout, interpréter ensemble les résultats et pas seulement les envoyer dans un tableau Excel imbuvable en fin de saison ou en fin de campagne. Donc voilà, analyser ensemble, c'est un peu créer une culture commune de la réussite, et ça, c'est responsable. La deuxième idée, c'est d'analyser aussi la qualité de ces contenus, outre les retombées chiffrées qu'on peut venir analyser, comme les impressions, le nombre d'abonnés, les interactions. Ça va être d'analyser la qualité de nos contenus. On peut le faire aussi par rapport aux commentaires que l'on reçoit, la qualité des commentaires que l'on a sous nos publications. Nous, chez My Destination, on a mis en place un outil qui nous permet d'analyser en fait l'engagement éditorial de nos publications par rapport à des critères qui sont abordés justement, qui valent plus un point, certaines moins un point dans nos posts. Et c'est aussi ce que font d'ailleurs nos copains de Kern grâce au Progress Score. Et dernière chose, tenir compte des micro-conversions. Ces micro-conversions, ce sont ces petites actions utiles, intentionnelles, qui montrent vraiment l'intérêt pour nos publications. Ça peut être par exemple le fait de cliquer sur un lien qui renvoie vers la page d'un prestataire. Ça peut être télécharger une brochure numérique. Ça peut être aussi demander un contact en fait via un formulaire. Parfois, c'est ça qui compte vraiment. Et ces micro-conversions, finalement, elles vont engager plus que de simples likes, puisque derrière, elles prouvent que notre contenu a vraiment été utile. Et elles vont aussi tisser du lien entre les visiteurs et les socio-professionnels du territoire et contribuer justement à cet écosystème où la communication va vraiment nourrir l'activité locale. Donc voilà un petit peu pour moi. Je vous ai présenté un menu. Souvenez-vous d'ailleurs du menu dont je vous ai parlé en introduction, parce que c'était pas juste un hook. On vous propose tout ça sur notre stand MD. Et puis aujourd'hui, je vous retourne la question à vous. Qu'est-ce que vous allez servir à vos communautés? Et on pourra en discuter avec vous en fin d'atelier. Mais c'est vrai que cette question des indicateurs et cette question des objectifs est centrale. Ce qui est central également, c'est de toujours se mettre dans la posture du communicant, c'est-à-dire que c'est un peu comme cet événement, comme CM on the Beach. Vous pouvez pas imaginer les dizaines et centaines de galères qu'on a dû régler et qu'on continue à régler pendant l'événement. L'objectif, c'est que pour vous, ça soit sans couture et que vous le voyez pas. En fait, là, c'est un petit peu dans la communication
l'éducation, un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on peut courir plusieurs lièvres, tant de l'efficacité, et d'ailleurs on va détailler ça avec toi Grégory, parce qu'on a besoin de nourrir l'imaginaire et le discours des destinations, mais on peut effectivement courir d'autres lièvres, et la finesse des indicateurs qu'on va pouvoir mettre en face vont permettre justement d'évaluer l'efficacité de tout ça. Mais on aura le temps d'y revenir en fin d'atelier. Grégory, avec toi, on va vraiment se placer dans la logique de bon voilà, je suis sur les réseaux sociaux, j'y engage des ressources humaines, techniques, financières. J'ai effectivement tous ces objectifs-là en ligne de mire. Il faut que je sois efficace. On se pose la question de comment améliorer entre guillemets quand même ces indicateurs quanti, parce qu'il faut arriver aussi à objectiver les choses, mais voilà, sans sacrifier justement l'engagement éditorial et puis les valeurs de la destination. Donc Grégory, c'est à toi. C'est exactement ça. J'ai l'impression qu'entre les ateliers là, les deux interventions, c'est exactement ça, et vous vous situez comme moi en plein milieu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'il y a deux injonctions presque paradoxal, c'était le hasard de la disposition, mais d'un côté, tu parlais de publication de vidéos sur Facebook qui n'existaient même pas il y a 2 ans. Donc ça veut dire que quand on a fait il y a 2 ans, Sam on the Beach, on vous montrait comment faire des bons posts, parce que ça n'existait pas. Donc 2 ans, en termes de rotation et de cycle d'innovation, c'est assez court pour se familiariser avec la technologie, les codes culturels, etc. Et on a de l'autre côté aussi c'est ce devoir, je vais dire cette injonction, ce devoir d'être beaucoup plus vigilant. Vous êtes une mission de service public, donc ça fait partie de votre job et de vos missions, et c'est de se dire au milieu, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais faire ? Parce que d'un côté, je dois être efficace, de l'autre, je dois être responsable. Quelle est ma place entre le marteau et l'enclume ? Nous, on se dit que finalement, l'efficacité n'est plus un choix. On n'a plus le choix. Alors, je n'arrive pas à voir, mais je me souviens des slides. C'est fou. Plus les années passent, plus c'est difficile. Et l'idée, c'est de se dire ça, c'est-à-dire que, et en plus, vous vivez les mêmes choses. C'est-à-dire que nous, en tant qu'agence, vous êtes presque vous avez presque le devoir de copier notre métier. Vous êtes les agences de communication de vos destinations, et vous subissez ces 3 choses-là. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les budgets qui vont à la baisse. Quasiment pour vous tous, c'est inexorable. C'est-à-dire que les subventions diminuent, et en plus, si on creuse un peu le truc du point d'indice qui fait qu'augmenter, si on croise les 2 courbes, vous vous rendez bien compte que petit à petit, vos budgets liés, autres qu'au fonctionnement, mais à l'investissement, commencent à diminuer. Et donc, plus difficile pour vous de continuer d'externaliser toutes ces prestations-là. D'un autre côté, les attentes, elles montent de tous vos prestataires, de tous vos sociopros, et le niveau d'attente générale sur les réseaux sociaux ne fait qu'augmenter, parce que tout le monde s'habitue à avoir des contenus cool. C'est-à-dire que celui qui est désormais moins efficace, il est juste pas visible en fait. Ou même s'il est visible par l'algorithme, il le sera qu'une fois et pas la seconde fois, parce que l'engagement sera tellement faible que ça marchera plus. Et de l'autre côté, il y a une sorte de barrière à l'entrée qui est en train de se casser. C'est-à-dire qu'avant, il y a peut-être encore 2-3 ans, on était tous les sachants. C'est-à-dire qu'il fallait maîtriser le logiciel de montage vidéo, il fallait maîtriser les outils de SEO, les outils de newsletter, etc. Aujourd'hui, je veux dire, tout le monde a accès à tout. Celui qui ouvre un YouTube est capable de devenir un pro de tous ces outils-là en quelques heures. Tu le disais d'ailleurs, les boomers que nous sommes, je suis, peut-être pas toi, en fait, je veux dire, on regarde TikTok en disant mais pourquoi et qu'est-ce qu'ils font là, mais en fait, un réseau remplace l'autre. C'est-à-dire que une fois qu'on était tous sur Facebook, les jeunes sont allés sur Insta parce qu'ils voulaient pas retrouver les parents. On est en train de faire ça avec TikTok. On hésite tous à y aller parce qu'on se dit que c'est assez compliqué, et on essaye de se faire croire que ce sont encore des jeunes qui dansent, mais en réalité, tous ces jeunes publics-là sont très à l'aise avec ça et produisent même du meilleur contenu que nous, destinations ou agences, parfois. Et donc, vous n'avez plus le choix de vous dire, malgré toutes les injonctions que j'ai, qui sont contradictoires, je me dois d'être efficace, parce que si je le suis pas, je serai juste inaudible. Et donc, c'est pas ce qu'on a envie, parce que vous avez d'une, la mission de promouvoir un territoire, et de l'autre, d'avoir des engagements que vous voulez dévoiler au monde. Donc, comment on fait ? On le voit beaucoup. Coralie t'en parlait un peu aussi sur les autres sujets, mais on le voit, nous, dans vos structures, vous mettez beaucoup d'efforts sur le social media. C'est presque la partie que vous internalisez le plus. C'est la partie sur laquelle vous mettez les plus gros budgets d'ailleurs aussi, que ce soit en production de contenu organique ou aussi en payant. Et sauf que nous, ce qu'on remarque, avec des grandes mailles, évidemment, on n'a pas la vision particulière de tout, c'est que vous y mettez un effort considérable, mais peut-être que l'effort est resté le même alors que tout a changé en 2 ans. C'est-à-dire que si on prend, alors il y avait le tunnel de conversion tout à l'heure, mais il y a aussi une autre manière aussi où on peut le voir comme ça, qui n'est pas forcément un tunnel camembert. Il y a 3 grands objectifs quand vous êtes une marque, une destination, pour promouvoir votre contenu et votre destination tout simplement. On parlait tout à l'heure de considération, mais il y a un objectif un tout petit peu, alors
j'allais dire au-dessus, mais oui, si. C'est-à-dire qu'avant d'être considéré, il faut être vu, tout simplement. C'est-à-dire que celui qui, sur les réseaux sociaux, je ne m'abonne pas et je ne vois pas les contenus uniquement pour m'intéresser au tourisme. Je vais avoir des vidéos de mon algorithme qui m'est choisi et au milieu de 3 vidéos, je vais avoir du tourisme. Comment vous allez faire pour être au milieu de la jungle et vous montrer visible, vous, en tant que destination? Vous n'êtes même pas encore considéré. Hein. Je n'avais pas du tout envie d'aller en voyage. Vous avez juste besoin d'être visible. Et donc, cette étape de notoriété-là, mine de rien, et d'ailleurs, tu le montrais, là, je prenais les statistiques tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, je crois que tu disais que sur Instagram, 20% était du contenu vidéo, alors que ça représentait 45% de l'engagement. Et donc, il est là le petit biais de notoriété, c'est qu'aujourd'hui, tout se fait par la vidéo et vous aurez du mal à être très visible, quel que soit le message que vous voulez porter, vous aurez du mal à être très visible si vous investissez pas forcément ces formats vidéo. 20% de fréquence de publication dans votre part média, 45% de l'engagement. Donc, le sujet, c'est de dire aujourd'hui, si on n'arrive pas à reprendre ces codes-là de la notoriété, de ce que font les influenceurs et les créateurs de contenu, qui font bien, s'emparer de ces formats vidéo-là pour, quel que soit, diffuser le message que vous souhaitez. On va avoir, entre guillemets, une problématique de vous y mettez toujours plus d'engagement, mais parfois, on le remarque, pas sur les bons formats. Tout simplement parce que produire un post et le commenter prend du temps. On a ensuite les formats d'engagement, donc c'est là où on va faire monter la mayonnaise, c'est-à-dire que si on le prend d'une façon très bête comme ça, vous allez avoir une vidéo en phase de notoriété qui va reprendre une tendance que vous allez surtout adapter et pas, entre guillemets, copier juste parce que c'est le format de la tendance, mais juste un truc qui fait que l'algorithme va vous pousser. Vous avez juste besoin d'être visible et d'exposer votre marque. Sauf que c'est pas parce que vous allez faire une vidéo qui reprend une tendance que demain on va vouloir aller chez vous. C'est faux. L'étape d'après, c'est de se dire comment ensuite je vais construire un récit, une histoire. Et donc là, il y a plein de formats qui existent sur les formats d'engagement. On en parlera dans un autre atelier, donc je ne vais pas le détailler. Et ensuite, les formats de vente. Les formats de vente, alors il y a l'histoire du tunnel, effectivement. TikTok a apporté ça. Il y a encore quelques années, on vous disait c'est très dur d'aller sur de la vente en direct, en organique, parce que le tunnel le montrait bien tout à l'heure, ça reste une petite part de la population. Sauf que TikTok, avec son algorithme que personne n'arrive à copier, je pense aussi c'est pour ça que Facebook a du mal à avoir de la vidéo en masse et très visible et très engageante sur son profil, c'est qu'eux, on l'a très bien fait, et vous pouvez aller voir, même ce qu'on appelle les dropshippers, tous ceux qui essayent de vendre des babioles sur Internet, donc ils arrivent à vendre des babioles. Donc autant dire que nous, dans le tourisme, on peut vendre ce qu'on veut, arrivent à vendre via TikTok. Les formats de vente, pour vendre des choses, donc on verra ce qu'on peut vendre, à vous c'est du tourisme, c'est de l'hébergement, de la restauration et de l'activité, ça marche quand même très très bien. Et je crois que la Dordogne est dans la salle, Perrine était là tout à l'heure, je vois la main qui se lève, je vous montrerai tout à l'heure un KPI, peut-être le meilleur qui soit, pour se dire est-ce que mes formats marchent bien en termes de vente. Donc regardez les formats de notoriété pour aller vite là-dessus. C'est vraiment les formats vidéo. Et les formats vidéo vont pouvoir, même à l'époque, il y a encore peut-être 2-3 ans, quand vous vouliez vous montrer auprès de 100 000 personnes, il fallait avoir 100 000 abonnés. C'est-à-dire que pour être visible, il fallait d'abord construire la communauté. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Regardez TikTok, vous pouvez avoir 10 personnes sur votre TikTok et faire un 100 000 vues. Et donc, c'est ça les objectifs de notoriété. Comment, sans me travestir, c'est pas le sujet, pas être efficace à tout point, comment, sans travestir ma marque, comment j'arrive à me rendre visible auprès d'un public qui potentiellement pourrait venir consommer ma destination. Et non, c'est rien si je mets ça. Et donc, c'est ces formats-là souvent que vous investissez et qui vous prennent du temps. Donc, je vais vous donner peut-être 2-3 petites astuces pour vous dégager du temps là-dessus pour ensuite venir davantage sur ces parties-là. Et donc, c'est ça, en fait, le risque le petit sujet qui nous attend tous, c'est que si on ne prend pas ces sujets-là et de se dire quels sont les contenus que les gens ont envie de consommer, et comment nous, en tant que destination, sans se travestir encore une fois, à rentrer dans ce schéma-là, sinon c'est juste qu'on va devenir inaudible, comme on est devenu inaudible sur Google, par exemple, où on a du mal sur la partie hébergement, la partie commerciale, à venir chatouiller les gros OTA. Donc là, on a un truc merveilleux qui est la portée organique offerte par les vidéos. Et aujourd'hui, même si un petit créateur dans sa chambre arrive à faire des 100 000, 200 000 vues, à créer une tendance par lui-même, on est capable de le faire. C'est juste culturel. C'est pas du tout une histoire de technique. Et donc nous, même sur la partie, je vous montrerai tout à l'heure si on a le temps. Je vais aller vite. Même sur la partie engagement et responsabilité, on se dit toujours, et on n'a jamais la réponse. On est en questionnement total. On se dit, est-ce que c'est juste l'éthique et rien que l'éthique, et on essaye de pas aller chercher des formats trop gourmands, etc. Donc c'est peut-être la pilule rouge que je vous présente là, ou alors la pilule bleue, c'est de se dire, bon. J'ai un message à porter au monde, un message d'éco-responsabilité, un message de durable, un message de certains prestataires que j'ai envie de valoriser. Mais est-ce qu'il faut d'abord que j'aille chercher une audience à laquelle parler, ou la pilule rouge est éthique et rien qu'éthique, quitte à me passer d'une communauté potentielle. Et donc nous, c'est de se dire, est-ce qu'on préfère d'abord construire un océan et dans lequel on va avoir une audience énorme pour aller essayer de porter notre message,
Et j'ai l'impression que quand on est un territoire public, c'est plutôt aussi vers la gauche qu'il faut se diriger, sans encore une fois jamais se travestir, plutôt que de se dire je ne veux porter que l'éthique, mais par contre j'ai personne à qui parler. Et donc après c'est une histoire de mix média de se dire il y a des messages qui ne seront pas toujours efficaces. Je ne peux pas toujours viser l'efficacité. Par contre, je vais essayer de travailler mes messages qui sont très forts en termes de valeur dans une manière qui sera intéressante pour les algorithmes, parce que c'est horrible, hein, on ne veut pas dépendre de cela, mais malheureusement, si on a envie d'être visible sans payer, on n'a pas trop le choix que de se conforter à l'algorithme. Et donc l'idée, c'est de se dire, souvent on aime bien sortir du tourisme. Regardez, je vous prends trois sujets qui sont relativement touchy, et pour autant, ils ont réussi à sortir de ça. La politique, je veux dire, il y a encore quelques temps, pour un politicien de se mettre sur les réseaux, c'était casser le discours, c'était abaisser le niveau, c'était inenvisageable. Je fais exprès de vous montrer ce sujet-là du milieu, la Formule 1, où il se disait, à tort ou à raison, hein, mais c'est pas le sujet, c'est de se dire, attends, mais là, on attire que des vieux qui dorment devant le dimanche et qui nous regardent et qui se réveillent quand il y a un dépassement. Comment on va aller chercher les jeunes publics? Et ben, ils sont allés voir la façon dont on consomme le contenu, comment est consommé le contenu auprès du jeune public. Et c'était pas regarder TF1 le dimanche après le JT, c'était le consommation sur les plateformes de streaming. Alors la série, je l'ai pas vue, mais Formula One qui a cartonné sur Netflix, même un sujet comme ça un peu border et qui est pas trop les tendances du moment arrive quand même en s'adaptant au code actuel de la consommation à redevenir sexy. Regardez l'armée de terre, ils cherchent à recruter, dire je sais pas aujourd'hui c'est un sujet qui nous transporte tous, ils font des contenus comme ça où moi je m'attends pas à ce que l'armée me parle comme ça, des contenus POV, des contenus hyper tiktokables. Alors là j'arrive pas à voir la stat, mais le nombre de vues sur ce type de contenu là, alors ça veut pas dire que je vais m'engager demain dans l'armée, hein, ça veut juste dire que je suis visible auprès d'un jeune public, parce que c'est ce qu'ils recherchent, hein. Je suis visible auprès d'un jeune public qui, de toute façon, ne m'aurait pas regardé en publicité entre la pub de Spider-Man le dimanche soir. Et donc, c'est ça. Si ces trois sujets-là, politique, la Formule 1 et l'armée, arrivent à redéfinir un discours et aller chercher des publics plus jeunes, juste en essayant d'enlever un petit peu les contraintes qu'ils avaient initialement pour s'adapter au discours nouveau, je veux dire, dans le tourisme, on peut que cartonner. Ça ne peut que marcher. On a un produit sexy à vendre au possible. Ça ne peut que fonctionner. Juste, il nous reste pas beaucoup de temps. Je vais aller vite. 4 petits conseils. Et on sait un peu, nous aussi, casser les dents là-dessus, hein. Premier conseil, c'est de se dire, Instagram vous a forcé à ça. C'est vrai qu'Instagram, il y a quelques années, est arrivé l'esthétisme sur Instagram, et forcément, vous êtes tous mis à faire de très, très, très belles photos. En même temps, on vous le disait aussi, hein, l'algorithme voulait ça. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que, notamment sur TikTok et sur Instagram vidéo, c'est là où tout se fait en termes d'engagement, vous allez voir que les contenus les plus beaux sont pas les plus efficaces. Mais c'est horrible. On vous a dit pendant des années de faire du beau, et vous vous rendez compte que c'est plus le beau qui est efficace. On avait interviewé les moustachus en vadrouille sur un podcast, et donc ils ont 100 000 abonnés sur Instagram, ils font je sais plus combien de vues, et eux nous disaient, eux sont des caméramans à la base, donc ils ont l'amour du beau contenu tel qu'on l'imagine quand on est des artistes comme eux le sont. Et ils se disaient, en fait, on a voulu faire du beau, et pendant 2 ans, on a stagné, on n'arrivait pas à monter. Et un jour, alors bon, je suis allé la récupérer, c'est une récente, mais regardez celle du milieu, qui est quand même assez nul, hein, où il fait semblant de se faire servir un verre. En fait, c'est lui qui tient la bouteille. Il me dit, en fait, c'est ce contenu idiot. Ils sont 3, il y en a 2 qui voulaient pas le faire, qui a dit, vas-y, on teste. C'est ce contenu-là qui a tout cassé. Et en fait, ils ont du coup, et c'était un crève-cœur pour eux, de faire du pas beau, ils ont intégré un peu de format tendance, mais toujours avec la patte des moustachus en vadrouille, pas juste copier la tendance pour la copier. Ils se sont mis à intégrer des tendances comme ça. En 2 ans, ils sont passés de 10 000 à 100 000 abonnés. Et donc là, ils ont pu avoir une audience très forte. Et allez voir leur compte Insta, parce que c'est très intéressant dans la stratégie, c'est de se dire, maintenant, ils remettent du beau. C'est-à-dire que maintenant qu'ils ont l'audience, ils peuvent se permettre de refaire du beau. Mais il a fallu d'abord élargir le cercle, et donc à coller un peu dans la tendance, quitte entre guillemets, à ce que ce soit un crève-cœur, parce que c'était pas ce qu'ils voulaient faire à la base, mais juste pour devenir audible. Et c'est ça qu'on cherche tous, devenir audible auprès de nos audiences. Deuxième chose, c'est que, comme aujourd'hui vous prenez beaucoup de temps, alors j'ai plus ton chiffre, je l'avais noté, mais aujourd'hui vous faites beaucoup de posts, beaucoup de stories, et ça prend du temps de sourcer le contenu, de l'écrire, de le publier, de redécouper des vidéos où vous avez fait venir des vidéastes qui sont venus faire des vidéos de 4 minutes et que vous savez pas comment les publier en réalité, parce que il y a aucun support qui est prêt qui valorise des contenus d'1 minute 30 en algorithmie, vous êtes un petit peu coincé. Et donc l'idée c'est de se dire, mais comment grâce à l'IA, de façon la plus éthique possible, grâce à l'IA vous allez pouvoir réorganiser votre métier. Donc nous on a 2 sujets là-dessus. C'est de se dire, de toute façon, les posts représentent encore une part importante de vos publications et c'est encore vu, donc il faut encore les faire.
mais comment, grâce à de l'IA, vous arrivez à réécrire vos publications, à avoir du meilleur sourcing de contenu, surtout les réécrire sans que ça soit du chat GPT, mais que ça ressemble vraiment à ce que vous écrivez. Donc avec l'IA, on avait déjà fait des webinaires là-dessus sur comment le faire. Et là, il y a plein d'outils. Je ne vais pas vous les montrer. Je n'ai pas fait de vidéo, pardon. Ça sert à rien. Mais regardez, là, c'est des outils. Alors en freemium, donc vous pouvez les avoir d'abord gratuitement et ensuite en payant. C'est de se dire comment, avec ces outils-là, vous allez pouvoir prendre vos contenus qui durent 1 minute 30, 2 minutes, parce que c'est de la vidéo qui marche bien sur les réseaux, comment vous allez pouvoir les découper automatiquement et pouvoir en faire des contenus un petit peu plus visibles. Je voulais parler de l'IA parce que ça pose un vrai problème d'éthique. Et je crois que Google mettait le chiffre, je crois que ça a explosé de 50% leur consommation carbone. C'est horrible. Et du coup, des fois, on se dit, même nous, on est en train de vendre notre peau au diable parce qu'à la fois, on est en train de se faire remplacer par le métier, mais en même temps, on le nourrit et ça consomme énormément. L'histoire, c'est de se dire, je pense qu'ils sont pas tous bêtes, et j'espère, et qu'ils savent que, entre guillemets, au bout d'un moment, le peuple va dire, c'est gentil ton truc, mais ça consomme énormément. Ils sont en train de faire des choses là-dessus pour se dire, alors, il y a un acronyme sur ces petits mini-centrales là, ils le savent qu'ils sont obligés de devenir responsables. Vous savez, c'est que, regardez, pour les plus vieux d'entre nous, quand l'ordinateur est arrivé, ça pesait 3 tonnes et ça prenait une place énorme. Aujourd'hui, tout ça se rationalise. Donc là, l'IA c'est une pleine explosion, c'est le Big Bang, c'est pas encore responsable, l'usage part de partout, on fait tous des starter packs qui servent à rien et qu'on fout sur LinkedIn, mais tout ça va se rationaliser, on va tous devenir un peu plus sages et un peu plus responsables sur ce sujet-là. Le sujet, c'est de se dire, si on n'utilise pas, on n'essaye pas de se renseigner avec l'IA maintenant, eh ben, je veux dire, c'est comme celui qui n'a pas voulu se mettre à l'ordinateur quand c'est arrivé. 3 ans après, il n'y avait plus beaucoup de boulot pour, entre guillemets, faire le métier qu'il faisait avant. Il y a un truc aussi qu'on voit beaucoup avec les destinations loi nôtre, avec certains d'entre vous qui veulent venir aussi, ne plus, et c'est très bien d'ailleurs, je pense que vous avez raison, qu'ils ne veulent plus toucher des touristes lointains, mais aussi des publics locaux. En fait, il faut devenir un média local aussi. C'est-à-dire que regardez, alors j'ai pris Bordeaux, et ça reste magnifique. C'est-à-dire que c'est pas vrai ou faux en plus. C'est juste changer un peu d'axe pour se dire, si je veux aller chercher des publics locaux, est-ce que mes formats purement inspirationnels sont ceux qui marchent? Et en plus, ce qui est horrible, les formats inspirationnels, c'est les formats qui vous prennent le plus de temps à produire. Et parfois en externalisation qui vous coûte le plus cher. Et en plus, quand on regarde les statistiques, quand on regarde l'efficacité du contenu, en fait, c'est pas ceux-là qui cartonnent le plus. Parce que de plus en plus, ces contenus très beaux sont pas les contenus que les gens ont envie de consommer sur les algorithmes. C'est des contenus comme ça. Alors, ça fait mal au cœur, vraiment. Moi, en tant que professionnel, quand je vois ça, je saigne des yeux. Mais c'est des contenus qui sont consommés par nos publics. Et même parfois sur des contenus un petit peu d'agenda, un petit peu de très pratico-pratique, le fait d'avoir des choses comme ça sont beaucoup, beaucoup plus visibles dans les algorithmes et donc finalement influencent une communauté beaucoup plus importante que des posts purement inspirationnels. Donc je pense qu'il y a une transition à faire de se dire pour les institutions qui veulent aussi s'adresser à du local, de se dire comment les médias locaux font pour attirer autant de personnes avec des contenus aussi moches, si on peut le dire un peu comme ça. Et donc, allez voir ça parce que ça marche énormément et en plus, ça vous libère de l'espace mental et du temps. Parce que mine de rien, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher, entre guillemets, d'aller construire du contenu comme ça que du contenu comme ça. Dernière étape, plantez-vous. Plantez-vous comme on se plante. On a fait ce petit test-là parce que ce qu'on vous dit là, ça reste de la théorie, mais on voulait le mettre en pratique. On est en train de créer en 2 tests. On a plein de sites comme ça. On essaye de faire des tests avant de le diffuser et de le diffuser, entre guillemets, de vous en parler. On est en train de monter un média là sur de l'hôtellerie. On veut voir comment ça fonctionne et si on arrive à vendre de l'hôtellerie sur les réseaux sociaux. Donc la marque s'appelle Beaux Hôtels Bordeaux. On essaye de faire des trucs et au début on se dit nous on va faire du beau. On est une agence de com, on s'est tourné de la vidéo, on va faire du beau et en plus on va montrer au monde que ce que je vous dis là est faux, qu'on arrivera à faire du beau visible. Donc on a essayé un tourné au boîtier avec de la direction artistique, avec de la direction artistique autour des formats, du titre, etc. On a mis les vidéos, ça marche bon, on vient de commencer le média, mais ça marche pas énormément. Crève-cœur à l'agence, on se dit mais finalement on va pas s'abaisser à ce que les influenceurs font. Donc là on a repris un format plus basique qui est un POV tourné au téléphone, qui a pris 3 fois moins de temps à tourner, toujours avec des figurants aussi. Ça fait x2 ou x3 en termes de vues. Et donc c'est ça qui est très frustrant, c'est de se dire parfois vouloir faire trop du beau, on n'arrive pas à être efficace et surtout plantez-vous. À l'époque, quand on faisait des campagnes 4x3 et qu'on dépensait 50 000 € dans le métro, on avait vraiment la pression pour que ça marche. Bon là, on se plante, ça fait 1 mois qu'on galère dans l'algorithme, c'est pas très grave en réalité. 1 mois dans une vie, c'est pas énorme et ça a pas pris ça a pris de la ressource humaine, mais ça a pas pris plus que ça. Donc plantez-vous parce que des fois on a de très bonnes surprises et c'est pas parce que ça a bien marché avec un format très reprise de tendance et très simpliste que vos formats très beaux et très efficaces ne marcheront pas pour autant marcheront pas pour autant après. JP, on a encore combien de temps? Je vais vite. T'es déjà bien dans le jus là.
Bon, je vais vite, ça. En plus, vous en avez parlé tout à l'heure. Essayez de regarder les posts en termes de, les types de posts qui marchent en termes de notoriété. Donc, les hooks, qu'Aurélie en a parlé, c'est ces 3 petites secondes qui permettent d'accrocher. Le fast cam marche très bien, hein, le fast cam marche très bien. Regardez le post du milieu. Alors, vous avez pas le son, mais c'est un accent marseillais qui te dit quoi faire absolument quand tu vas à Marseille. Donc, il y a du fond dans le contenu en plus, hein. C'est pas que de la forme, mais regardez que les 3 vidéos qui accrochent le plus. Donc, ça parle d'un resto. Et donc, regardez les 3 secondes avant que ça accroche. On parle pas du resto, hein. On montre pas le plat. On montre d'abord le paysage qui va accrocher l'œil et ensuite on parle du resto. C'est tourné à l'iPhone, c'est plutôt simple. Le cadrage est très réussi, mais regardez, c'est pas Steven Spielberg, donc ça veut dire que c'est faisable pour nous tous. Mais regardez juste ces 3 petites secondes, on a commencé à montrer du paysage pour ensuite parler du produit. Et ça, c'est des choses toutes bêtes, mais qui marchent très bien. Je vais pas vous le montrer là pour aller chercher les musiques tendances. On le montrera dans les ateliers. Je finis là-dessus. Tout doit pas être forcément efficace. Ça veut pas dire que si on veut l'efficacité sans se trahir, ça marche pas pour autant. Regardez, là, on est avec Bisca Grand Lac, ils sont hyper précurseurs sur le côté éco-responsabilité. Ils sont même allés voir un chasseur. Donc, se dire, enfin, quand on parle de corrida, de tous ces sujets sur les réseaux, on se fait dégommer. Et à juste titre, hein. Donc, on s'est même dit, on va tester le bout du truc en disant, donc ça s'appelle la Green News. Alors ça a changé maintenant, c'est J'irai greener chez vous. Et on part à la rencontre de gens qui ont des actions positives sur le territoire. Mais par contre, c'est assez rigolo. C'est des formats qui ressemblaient à l'époque à des formats de youtubeurs, mais en beaucoup plus concis. Et on met toujours en scène la star de Bisca, c'est Camille. Et toujours, elle est un peu ridicule. Quand on l'a emmenée voir les chasseurs, elle était dans une barque et elle faisait de la rame avec des frites de piscine. Donc en fait, c'est ce qui permet d'accrocher, c'est ce qui permet d'avoir une petite récurrence où il y a des gens. Elle m'a dit, des fois, elle fait des soirées à Biscay, il y a des gens qui disent, ah ouais, c'est toi la nana des abeilles, parce que ça y est, elle commence à être reconnue dans les vidéos et surtout auprès d'un public local. Donc, tout ne doit pas être efficace pour autant. Sur des messages comme ça où on va venir valoriser quelque chose d'éco-responsable et une vraie initiative citoyenne, on essaye de le faire toujours avec l'angle, avec le plus de probabilité que ça intéresse les gens dans leur manière de consommer habituellement le contenu. Donc forcément, qu'en termes de statistiques quantitatives, ça fait des scores moins importants. Mais c'est pas le sujet. Par contre, qualitativement, ça laisse une trace beaucoup plus prégnante dans l'esprit parce que le format a été un petit peu travaillé. Et le dernier KPI qu'on peut tous se poser, c'est de se dire, on travaille tous aussi pour le territoire et des sociopros. Et finalement, si on doit faire la promotion du territoire, est-ce que demain, le plus beau des indicateurs, ce serait pas de se dire, est-ce que nos pros n'ont pas envie d'acheter notre contenu? Ça pourrait être ça aussi de se dire, si on est efficace, au-delà des stats, des trucs qu'on va regarder dans les fameux fichiers Excel, c'est de se dire, si nos pros nous font confiance et qu'ils ont envie de dire, attends, j'ai bien vu que tu étais en train de faire quelque chose qui avait de l'impact et je suis prêt à t'acheter comme à l'époque on faisait, enfin à l'époque on le fait toujours, mais sur les magazines où ils vous achètent un quart de page à 3 000 €, si demain ils sont prêts à acheter vos contenus sur les réseaux sociaux, ça signifie bien qu'il y a quand même une certaine efficacité ou en tout cas reconnue par vos pairs. Et donc c'est un sujet qui est travaillé avec la Dordogne, sans donner tous les chiffres, etc. Mais ils ont vendu une vingtaine de vidéos à des sociopros, à des territoires. Les chiffres sont des grandes fourchettes. Ils en ont vendu une vingtaine. C'est presque maintenant, ils sont presque plus dans la galère de se dire comment je vais produire le contenu parce que j'en ai trop vendu. Et donc ils sont suivis par des professionnels qui maintenant voient bien ou estiment en tout cas que le contenu est efficace et que payer comme une collaboration, hein, le CDT pour apparaître dans leur feed et ensuite dans tout le parcours utilisateur, bah finalement, c'est pas si idiot parce que eux-mêmes ont du mal à produire ce type de contenu-là. Et donc demain, c'est de se dire tout bêtement, plutôt que de regarder tous les KPI, si on a la confiance de ceux pour qui on travaille, qui sont prêts à payer chez nous, est-ce que c'est pas un signe d'efficacité, tout simplement? Oui, c'est vrai que sur ces aspects-là, la monétisation a été abordée rapidement aussi par Marie en première heure. Il n'y a pas la culture encore, alors que pourtant dans les packs partenaires des offices de tourisme, alors qui ont vécu, qui évoluent, etc. Ma foi, ces aspects de un peu régie publicitaire apparaître sur le site web, sur la brochure, etc. On le justifiait parce que voilà. Mais c'est vrai que c'est encore pas dans la culture et ces choses-là ont encore besoin d'évoluer. En tout cas, vos interventions étaient top. Je pense que c'est hyper important de démarrer ce CM on the Beach en n'opposant pas les notions d'engagement éditorial et d'efficacité. Moi, j'ai le souvenir d'un grand média sur YouTube dont j'ai mangé le nom, mais bon, de l'ordre de Brut, Combini, des trucs comme ça. Il fait des centaines de milliers de vues sur chaque vidéo, mais est-ce que l'efficacité, quand on met le petit bandeau en début de vidéo, n'oubliez pas de basculer votre appli en économie de données, finalement voir sa vidéo sur un smartphone, surtout pour certains formats où on n'est pas dans l'extraordinaire beauté justement qui nécessite de l'Ultra HD, en 480p ça suffit largement. Et donc là où est-ce qu'on a été le plus efficace en faisant en sorte que
on aille dans les paramètres, on change ce truc-là et que finalement toutes les autres vidéos qu'on va voir après arrivent en économie d'énergie ou en ne publiant pas la vidéo au prétexte de dire c'est consommateur, là ce que je suis en train de faire, je suis en train de continuer à creuser un peu la problématique et donc à travers les multiples, là j'ai encore pris une petite anecdote pour illustrer la chose, mais c'est vrai que si on veut réellement influer sur le comportement de nos visiteurs, de nos consommateurs, de nos prospects, encore faut-il pour ça être vu. Et donc, on ne peut pas en fait opposer l'efficacité et engagement éditorial parce que sinon, ça reviendrait à prêcher dans le désert. Et quand on basculerait sur d'autres indicateurs qui sont pas des indicateurs de performance social média, marketing, mais qui sont des indicateurs de terrain, de bilan carbone, etc., on constaterait finalement qu'on n'a pas fait le job. En tout cas, pas à ce niveau-là. On peut le faire sur l'aménagement, on peut le faire sur tout un tas de choses, mais en tout cas pas au niveau de la communication. Donc c'était très important à mon sens et je vous remercie de l'avoir fait avec beaucoup de talent, en ayant un petit peu réduit la pause déjeuner de tout le monde, mais on est à peu près certain que vous nous en voudrez pas parce que le contenu était vraiment top. On va peut-être prendre, si vous le souhaitez, une ou deux questions, et puis après, on va vous laisser aller déjeuner tranquillement. Vous retrouverez chacun des intervenants sur des ateliers où on va encore aller un petit peu plus loin sur chacune de ces thématiques. Vous pourrez les questionner en faisant référence à des choses qu'ils ont abordées dans cette conférence sans problème. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, ou ça y est, la fin commence à prendre le pas sur tout ça? Ouais, on est au niveau de la fin, ce que je comprends parfaitement. On continue les échanges tout à l'heure. Je vous souhaite un bon appétit. Merci de nouveau beaucoup pour votre expertise et vos éclairages.